Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Le Grand News. Dans l'actualité de ce jeudi 8 décembre, Arte diffuse ce jeudi soir les premiers épisodes de la série française Cannabis, une plongée dans les arcanes du trafic de drogue du Maroc à la banlieue parisienne, en passant bien sûr par la frontière espagnole. C'est notre tête de série de jeudi. Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Une plongée dans les secrets du trafic de cannabis, c'est la promesse de la nouvelle série d'Arte, baptisée précisément Cannabis. Nos 4 critiques ont testé et vous donnent leur avis. Je vais recevoir une frappe atomique, mon pote, qui va te faire éclater la tête en 3 taf. Cool. Bon, vas-y, je reviens tout à l'heure, fais attention à toi. Cannabis est un thriller assez violent qui raconte l'histoire d'un trafic de drogue entre l'Espagne et la banlieue parisienne. Ça pourrait presque être une série de bureaux à la Mad Men, le travail au quotidien, des trafiquants. Et tout ça, on comprend bien, c'est pour nous permettre de vraiment remonter tout ce trafic et nous donner une vision d'ensemble de la filière et de tous ses agents. Comment ils sont liés les uns aux autres et finalement comment le trafic de cannabis va peut-être avoir un impact sur la société et sur l'intimité de ces personnages. Je t'ai déjà dit, je veux pas que ta petite me voie faire ça. Ah mais c'est bon, c'est même pas parlé. Et alors, c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour elle. C'est ça que tu veux lui montrer? Comment on cache du shit? Cannabis fait du trafic de drogue la source d'une série mouvementée. Faut-il s'attendre à une immersion hyper réaliste ou à une fiction plus aventureuse ? Cette série a aussi la particularité d'être dans une démarche documentaire, étant donné qu'on voit de l'intérieur comment se passe ce trafic de drogue. On parle espagnol, on parle français, on parle arabe. Mais c'est avant tout un soap, c'est-à-dire que c'est avant tout une histoire de gros sentiments, d'amour, de trahison. Il y a un mélange des genres difficile à tenir, il y a des choses qui sonnent très justes et des choses qui sonnent faux. On a des méchants qui font des grimaces de Gargamel, des morts qui ressuscitent. Ce qu'on nous montre du trafic de drogue, c'est déjà l'idée qu'on s'en fait parce que c'est un sujet qui a déjà été traité 100 fois. This poison you are selling, have you ever tried it? Of course not. Powder is like a magic fluid. It leads people to the death, dancing. L'aspect documentaire donné à Cannabis ne tient pas vraiment la route. Cela peut-il être pardonné par des choix esthétiques innovants ? La réalisation est assez disparate entre des choses parfois très audacieuses qui apportent une vraie fraîcheur. On est sur différents univers, on est sur à la fois le béton de la région parisienne, le côté aride du sud de l'Espagne et du Maroc. Et ça fait comme des go-fast cinématographiques. On reste pas bouche bée non plus, ça manque d'audace. L'interprétation est assez inégale, voire très inégale. Certains personnages, on a du mal à les suivre parce qu'ils jouent pas très bien. T'as déjà vendu de la drogue? Où? À l'école. J'ai vendu du bout de chicha, mais je sais pas si ça compte. Mais non, de la drogue. Non, c'est la première fois. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Cannabis, good trip ou bad trip ? On s'intéresse aux personnages, on s'y attache, et ce point de vue unique de dire on est avec les truands pour voir de l'intérieur comment ça se passe est tout à fait passionnant. Cannabis est une preuve supplémentaire de l'envie d'Arte de tenter des choses. C'est réussi, c'est pas réussi, c'est inégal, c'est déjà ça. Une belle promesse, pas tenue malheureusement. Quelque chose d'un peu trop disparate, le produit n'est pas assez concentré pour qu'on rentre dans le trip. T'apportes rien de vraiment nouveau à se mettre sous la dent, donc pour moi c'est non, je passe mon tour. En 2013, Edward Snowden exfiltre des documents secrets et exclusifs de la NASA qui révèlent des méthodes d'espionnage. Les explications ce soir de notre journaliste. En 2013, Edward Snowden exfiltre des documents secrets de la NSA qui révèlent des méthodes d'espionnage de cette agence de renseignement. Peut-être pensiez-vous qu'ils avaient livré tous leurs secrets? C'est loin d'être le cas. 3 ans plus tard, des journalistes du Monde ont eu accès durant quelques jours à l'ensemble des documents. Leur travail d'analyse de milliers de données a abouti à de nouvelles révélations. Elles mettent en cause l'agence britannique de renseignement, le GCHQ. D'abord, prenons un peu de recul pour mieux comprendre. Les documents d'Edward Snowden permettent de mieux appréhender l'ampleur d'un type particulier d'espionnage, le renseignement technique. Depuis les années 2000, la cybersurveillance est en plein essor, mais ce dispositif s'est additionné à des techniques plus anciennes, particulièrement le renseignement d'origine électromagnétique. Et contrairement à ce que l'on pensait, ce domaine est en pleine expansion.
Le Monde révèle ainsi un maillon d'un important processus de surveillance des communications par satellite. Voici comment il se déroule. Un satellite géostationnaire a une révolution identique à la rotation de la Terre. Il paraît donc immobile par rapport à un point de référence sur le globe. Lorsqu'il envoie des données à une antenne au sol, il le fait sur une vaste zone. Il suffit à un service de renseignement d'orienter ses antennes dans cette direction et de se mettre sur les fréquences utilisées pour en récupérer les données. Les Britanniques possèdent 3 bases pour l'interception satellitaire. Les documents récoltés par le Monde sont le résultat d'un travail de test de leur part. Lorsqu'un nouveau flux de communication est inauguré ou qu'un satellite est reconfiguré, les techniciens sont chargés de voir si leur interception est possible. Pour évaluer si la collecte de données peut être intéressante, ils soumettent à ce flux de communication une liste de numéros de téléphone ou d'adresses e-mail de personnes qu'ils souhaitent surveiller. Ce sont des sélecteurs. Ils inscrivent ensuite sur une fiche toutes les communications impliquant ces numéros ou adresses. Ces fichiers ne sont donc pas des retranscriptions de communication, c'est une énumération du nombre de fois où les communications d'un individu surveillé est apparu dans ce flux. Ces documents révèlent qui sont les personnes surveillées. Dans le vaste panorama de l'espionnage par les Britanniques, les objectifs vont souvent au-delà de la lutte contre le terrorisme. On y trouve par exemple plusieurs ambassadeurs français en Afrique. De nombreux hommes d'affaires et dirigeants de pays africains étaient écoutés par le GCHQ. Des diplomates et institutions d'Israël étaient aussi sous surveillance. Les secteurs de l'économie et de l'humanitaire n'ont pas échappé aux interceptions de communication par satellite. Les employés de télécom constituent aussi une part significative des cibles. Ils n'ont pourtant aucun lien avec les domaines centraux du travail d'une agence de renseignement. Combien de temps ces individus ont-ils été surveillés? Le sont-ils encore? Qui étaient les cibles prioritaires? Ces documents ne le révèlent pas. Ils permettent de mieux comprendre en observant comme par un trou de serrure les techniques d'espionnage des services britanniques. Stress, oubli des révisions, comment être serein le jour J de l'examen scolaire? Les explications de notre spécialiste Anne-Laure Chaumette. Alors normalement, si vous révisez un partiel, le partiel vient clore déjà un semestre où vous avez eu des TD. Donc le partiel, vous l'avez révisé au cours de l'année, avec vos préparations en TD tout le long de ce semestre. En revanche, les examens qui viennent clore des enseignements en cours magistral, eux n'ont pas fait l'objet de TD, et là, il faut essayer de les réviser, idéalement tout le long de l'année, mais généralement, on sait que les étudiants ne s'y mettent pas, s'y mettent au dernier moment, et il faut au moins s'y mettre 2 semaines en avance. Le mieux, c'est de régulièrement, chaque semaine, de préparer des fiches. Alors des fiches qui reprennent le plan du cours, mais également des fiches thématiques sur des thèmes sur lesquels les enseignants ont pu insister au cours de leurs enseignements. Ensuite, il faut évidemment s'entraîner sur des exercices que vous pouvez obtenir avec des annales ou bien éventuellement en récupérant les TD de certains camarades qui suivent ces TD. Donc je dirais que l'idéal pour se préparer, c'est de travailler le plus régulièrement possible. On ne peut pas s'approprier un cours simplement en relisant ce cours. Ces fiches, elles vont vous permettre de comprendre, de vérifier si vous avez compris le cours. De plus, il ne faut pas vous limiter vraiment à afficher le cours de votre enseignant. Il va falloir aller le compléter avec des lectures, des manuels ou des articles. Et c'est en fait ce produit qui va constituer vos fiches. Et c'est grâce à ces fiches que vous allez vérifier si vous avez bien compris et que vous maîtrisez le cours. Moi, je vous dirais de mettre de la couleur. De les écrire manuellement également. C'est votre écriture qui va faire un premier effort d'apprentissage. Les taper à l'ordinateur, ça ne servira à rien. L'idéal vraiment, c'est là encore de les écrire à la main, avec un stylo à l'ancienne, qui va faire une première étape d'apprentissage, de mettre de la couleur, du fluo, pour faire des focus sur des thèmes. Également les dates, si vous avez des dates, des cas particuliers que vous devez retenir, des notions
Donc éventuellement faire également des fiches de définition peut être également une très bonne manière de faire des fiches. On va y supposer une révision sur 2 semaines de plusieurs examens. Sur ces 2 semaines, il faut que vous révisiez régulièrement, tous les jours, de la même manière, que vous organisiez votre journée exactement de la même manière pour rythmer vos journées. Ensuite, selon les personnalités, soit vous allez réviser une journée, une matière, ou bien 2 matières par journée, une matière le matin, une matière l'après-midi. Ensuite, il faut toujours que vous vous réserviez des heures de pause dans cette journée. Vous ne pourrez pas retenir l'ensemble d'un cours si vous ne faites pas des pauses à un moment donné dans la journée. Et ça doit être des pauses efficaces, c'est-à-dire soit du sommeil, des petites siestes d'1 heure, pas plus, soit aller marcher, faire du sport pendant 1 heure. Il faut que ce soit des pauses maîtrisées, courtes, mais efficaces. Alors, le stress peut provenir de deux choses. Soit on est physiologiquement stressé, soit on est stressé parce qu'on n'a pas assez appris. Donc, il y a un élément qui peut être corrigé. Apprenez votre cours. Plus vous serez préparé, moins vous serez stressé. Ensuite, pour les personnes qui, malgré leur apprentissage et leur maîtrise du cours, ne parviennent pas à arrêter ce stress, il y a des petits trucs. Des petits trucs qui vont par exemple, bien préparer vos affaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, respirer, apprendre à respirer, prendre éventuellement des traitements à base de plantes qui vont essayer de vous calmer, des plantes qui s'achètent en pharmacie bien sûr. Et ensuite, par contre, et l'autre élément, il faut aussi, là encore, se reposer, puisque plus vous allez être fatigué, moins vous allez avoir de résistance au stress. Donc voilà les conseils que je peux donner. Ensuite, si le stress devient maladif, je pense qu'il faut aller peut-être se faire aider. Il est paresseux, attachant, drôle et il fête ses 60 ans de carrière. Je parle bien sûr de Gaston Lagaffe, partout. Et il est partout d'ailleurs, dans tous les musées. Nous allons partir tout de suite à la rencontre de ce personnage historique. Gaston Lagaffe, peut-être les jeunes générations le connaissent moins. Comment on le caractérise justement? Comment on le caractérise? Donc Gaston, c'est d'abord la bouille de Gaston Mostrate, le copain d'Yvan Delporte, qui a donné en fait au personnage son prénom, puisque lorsque Franquin a proposé cette histoire, en tout cas ce héros à Yvan Delporte, il a dit « Ah mais oui, mais ça me fait passer à mon ami Gaston ». Tu dois l'appeler Gaston parce que c'est tout à fait comme mon pote Gaston, voilà. Celui qu'on voit en ce moment. Donc ce Gaston existait au final. Il existait, oui. Ce Gaston existait et il a très vite pris la silhouette d'Yvan Delporte avec cette forme en S, son aspect flegmatique, voilà, son aspect flegmatique, légèrement courbé. Cette photo. Mais il faut se dire qu'au départ, c'était un personnage qui devait simplement remplir les trous du journal. C'était un personnage de l'animation de la rédaction de Spirou. On ne pensait pas, pendant quelques semaines, Franquin ne pensait pas en faire des bandes dessinées. Et donc la première trahison, c'est d'avoir mis Gaston dans des cases et d'en faire d'abord des strips. D'abord des petits dessins. D'abord des petits dessins comme ça, ouais. Qui viennent faire exploser, devant nous, qui font exploser la page et qui permettent de combler les vides ou qui permettent aussi de jouer entre l'édition française, l'édition belge pour remplir les vides qui étaient laissés par les encarts publicitaires dans l'une ou l'autre édition. Donc c'était pas forcément un rendez-vous régulier, c'était juste une petite pastille par-ci par-là. Il était là à peu près chaque semaine et puis Yvan s'amusait à demander à Franquin de faire des dessins en hauteur par exemple. Donc ceci est très amusant parce qu'il fallait trouver un gag qui fonctionne sur toute la hauteur du journal. Et puis tout à coup, Gaston se met à faire des gaffes beaucoup plus impressionnantes, notamment là quand il met son visage devant la photogravure de l'article et donc le lecteur ne peut même plus voir l'article du feuilleton. Et c'est la fin de ce magazine. Prochaine rediffusion du Grand News à minuit 5 ce soir. Dans un instant, la météo de Jean-Pierre Buffet, suivie de la suite de vos programmes. Moi, je vous retrouve bien sûr demain, vendredi 9 décembre 2016 à 20h30 dans le Grand News. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. À demain.